Vous êtes chez vous parce que vous êtes un grand partenaire de l'APR qui relaie régulièrement les activités de votre département, qui est très dynamique. Donc le ministère du Travail, qui avoir au quotidien un travail remarquable. Vous êtes chargé aussi des institutions, on va évoquer tous ces aspects-là. Donc au sortir de la deuxième conférence sociale, et donc à l'issue aussi, sur le plan syndical au niveau de l'éducation, le scrutin sur la représentativité qui vient de se terminer. Sur toutes ces questions et d'autres questions d'actualité, nous allons échanger avec vous dans un créneau d'une heure maximum pour échanger sur toutes ces questions et d'autres questions d'actualité qui intéresseront les journalistes qui sont là présents aujourd'hui, ce matin avec nous. Donc on va tout de suite peut-être aborder les conclusions de la conférence sociale avant de parler du scrutin, de votre analyse par rapport à ce qu'on a vécu hier sur les élections de représentativité. Donc voilà globalement ce qu'on va faire pour ne pas trop embrasser. Voilà, Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le directeur général. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voulais vous remercier. C'est un plaisir pour moi de venir au niveau de l'APS. C'est une occasion que j'ai pour vous rendre vibrant hommage, parce que pour tous ceux qui sont intéressés par une information juste, et constituer une référence. Moi, je suis inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. Depuis 2012, j'étais ministre en charge de la fonction publique, du travail, des relations avec les institutions. Ensuite, quand il y a eu le réaménagement, j'étais actuellement ministre en charge du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Et depuis que M. le Président de la République m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés, j'ai eu la chance d'engager avec lui de grands projets. D'abord à la fonction publique, avec l'audit physique et biométrique des agents de l'État, qui ont permis de prendre une décision importante que le chef d'État ne voulait prendre à l'époque, parce qu'il fallait faire les arbitrages, parce que ceux qui étaient dans des situations irrégulières, d'une façon ou d'une autre, étaient protégés, ou bien étaient dans des secteurs qu'on ne voulait pas déstabiliser. C'est plus de 6 milliards d'économies en un an qui ont été faits sur l'audit physique et biométrique des agents de l'État. C'est le président de la République qui, dès 2012, a modifié le décret qui organise les IPM, a revu les caractères paramétriques des IPM pour faire en sorte que tous les travailleurs puissent avoir la couverture sociale. Vous savez que ce n'était pas le cas. Les travailleurs journaliers, les travailleurs PALE, les travailleurs stagiaires, tous n'avaient pas la protection sociale. Et c'est le président qui non seulement a pris cette mesure, mais nous a demandé de travailler pour faire une étude sur les IPM, pour les recenser, pour faire un travail de diagnostic. Et aujourd'hui, nous avons mis en place l'ICAMO. L'ICAMO, c'est l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire qui regroupe les IPM, qui ont été revisités, accompagnés. Actuellement, un système d'information est en train d'être mis en place en faveur des IPM dans le secteur. Il y a donc, en plus de ça, les initiatives qu'il a prises pour que la protection sociale puisse être élargie à tous. C'est tous ces filets sociaux qui sont mis en place, les bourses de sécurité familiale. Parce qu'en matière de protection sociale, nous avons tout ce qui est un pilier volontaire. Actuellement, les piliers volontaires, c'est l'IPRES, c'est la Caisse, c'est l'ICAMO. Ce sont les IPM. Ensuite, nous avons les régimes de gratuité. Vous connaissez, qui sont les régimes de gratuité pour les personnes du 3e âge, pour les femmes enceintes, pour les enfants de 0 à 5 ans. Et nous avons les systèmes volontaires, qui sont les mutuelles, et qu'on retrouve au niveau de l'agence de la couverture maladie universelle. Il faut fédérer toutes ces initiatives pour comprendre l'importance des progressions qui sont faites dans la couverture sociale des Sénégalais. Ce sont ces initiatives qui sont prises, qui ont permis aux travailleurs de retrouver confiance au gouvernement. Parce que quand le président de la République est arrivé en 2012,
tout le monde se disait qu'on allait vers l'année blanche. On sortait de 5 mois de grève. Et c'est la confiance retrouvée qui a permis, à l'occasion de la première conférence sociale qui a été organisée par M. le Président de la République, de signer le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique. C'est la première fois que les travailleurs ont accepté de signer avec le patronat un pacte pour dire 3 ans sans grève, ce que chacune des parties peut faire. Et là, on a mis en place aussi des nouveaux mécanismes parce que la première conférence sociale avait permis de créer le Haut Conseil du dialogue social qui a été mis en place, qui donc a permis de mettre en place un nouveau mécanisme de dialogue social par le biais d'une structure qui est rattachée au ministère du Travail et qui fonctionne de manière autonome dans le cadre d'un budget que le président a multiplié par 2,5 parce que le budget de 2012, qui était de 85 millions de 2014, est passé à 200 millions en 2017. Le président a renforcé les moyens du Haut Conseil du dialogue social, étant entendu que le dialogue social aussi peut avoir d'autres partenaires qui viennent l'accompagner, comme le BIT, dans la mise en œuvre de ces programmes. Mais cette contribution est une contribution importante pour le président de la République. Le président de la République a aussi mis des moyens pour que nous puissions organiser les élections de représentativité. D'abord, les élections de représentativité. Des centrales syndicales dont les mandats sont arrivés à échéance, on est dans le processus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ensuite, les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation, ce qui constitue une première innovation. L'arrêté que je devais prendre a d'abord été soumis en tant qu'avant-projet à tous les syndicats d'enseignants, ils sont une cinquantaine. Et on les a invités à des plateformes de discussion pour amender. 40 syndicats ont participé au processus pour amender. Et nous avons aussi fait une restitution de leur amendement à l'occasion d'une deuxième séance plénière. Et c'est le dossier amendé qu'on a envoyé, comme le prévoit le Code du travail, au Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale. Donc après la concertation avec les syndicats d'enseignants, on est allé à une deuxième étape, consultation avec les centrales syndicales. Parce que ça, c'est le Code du travail qui l'oblige. D'ailleurs, dans les représentants des centrales, c'était des syndicats d'enseignants qu'ils avaient pris. Mais ils étaient venus au titre de leur centrale syndicale. Parce qu'en plus du gouvernement, il y avait l'Assemblée nationale qui est représentée par la Commission des lois, la Cour suprême, le ministère de la Justice, et ils ont revisité et amendé le projet. À l'issue de cette période de dépôt de candidature, nous avons enregistré 32 syndicats. Pour chaque syndicat, on demandait qu'ils donnent une copie de leur récépissé, ensuite qu'ils donnent le nom de leur secrétaire général, qu'ils donnent les noms des personnes, de la personne qui doit les représenter dans la commission électorale nationale, qu'ils donnent les noms de leurs camarades qui doivent les représenter dans les commissions électorales départementales. Et quand on a regardé, tous les 32 syndicats ont été retenus. Et la base est la suivante, c'est que le ministère du Travail, ce n'est pas au ministère du Travail de délivrer des récépissés. Les récépissés sont délivrés par le ministère de l'Intérieur. Quand les syndicats aussi tiennent leur assemblée générale annuelle ou procèdent à leur congrès, s'il y a des modifications, les modifications ne sont pas envoyées au ministère du Travail, mais les modifications sont envoyées au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que vous savez que le mouvement syndical est un mouvement qui est traversé par beaucoup de crises. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui étaient en situation de conflit, mais ce n'était pas à nous de vider les conflits. Depuis 2012, nous travaillons avec les organisations syndicales et le droit social est un droit négocié. Mais la différenciation existe. Chacun de ces secrétaires généraux a, bien sûr, son secrétaire général est différent. Donc nous avons Kissam dirigé par Laindoy, Kissam dirigé par Damboul. Mais le gouvernement n'a rien à voir avec leur contentieux, n'a rien à voir avec ce qu'on déclare. C'est un problème purement interne. Et le gouvernement, quand une décision est devant la justice, on ne tranche pas. Mais le jour où le gouvernement, la justice tranchera, nous donnera une décision définitive de justice, il est bien sûr, on va en tirer les profits.
Deuxième problème, nous avons aussi des syndicats qui se différencient par des lettres A et B. CELS A, CELS B, CELS authentique. Ce sont des différenciations négociées qui n'ont pas posé de problème. Parce que ceux qui se sont différenciés dans ce secteur le reconnaissent. Vous savez aussi qu'il y a d'autres qui ont dit non, il faut... Nous avons CELS, nous avons par exemple le SNEL, il y avait 3 SNEL. Le SNEL CNTS, le SNEL CNTS FC. Mais là, ce n'était pas nous, parce que le SNEL CNTS, ils ont donné un récépissé écrit SNEL CNTS. Le SNEL FC, ils ont donné un récépissé écrit SNEL CNTS FC, FCA. Donc, ce n'est pas la même chose. SNEL FC, ce n'est pas SNEL FCA. L'autre, c'est SNEL. Ce SNEL-là, les deux SNEL disent qu'il ne doit pas mettre SNEL point, il doit mettre SNEL, je crois, FZT ou je ne sais quoi encore. J'ai dit non. Parce qu'eux, ils ont amené un document où Oumar Sarr a débouté Madia Diop. Quand Madia Diop avait fait un congrès pour créer un autre syndicat, la justice avait tranché et c'était une décision définitive. Donc Oumar Sarr avait le récépissé. Comme il avait le récépissé, il a tenu son congrès. Et quand il a changé son bureau, évidemment, il a notifié ça au ministre de l'Intérieur qui a accusé réception du nouveau bureau. Donc c'est eux les porteurs. Si je le dis, c'est pour montrer que le ministère du Travail a travaillé dans la transparence totale. Et pour aller à ces élections, on a mis en place une commission électorale. On s'est dit, on ne va pas aux élections si on ne valide pas le fichier. C'est la première fois où j'ai vu une réunion de la commission électorale qui a validé le fichier à l'unanimité. Et tous les représentants de ces syndicats étaient présents. Et ils ont même félicité l'administration du travail. Parce que les fichiers, si au départ on avait des difficultés, après on a fait remonter les fichiers à partir des IF, et ils avaient une période pour faire les corrections, et le fichier corrigé leur a été remis une semaine avant qu'on ne les convoque pour valider le fichier au niveau national. Vous savez que le Sénégal a signé les conventions internationales de la liberté syndicale. Ensuite, notre constitution garantit le libre exercice. Donc, des enseignants qui se regroupent et qui remplissent les conditions peuvent créer les syndicats. Mais les élections ont pour but de dire ceux qui sont habilités maintenant à parler au nom des enseignants. Ça veut dire que pour parler au nom des enseignants, il faut être représentatif. Pour être représentatif dans un collège, parce que nous avions 3 collèges, le premier collège élémentaire préscolaire, ou bien le deuxième collège enseignement moyen secondaire général, ou bien le collège des corps de contrôle, pour représenter l'État dans les enseignants dans l'un des collèges, il faut avoir au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Mais depuis 2012, le président a demandé à ce qu'on donne suffisamment de moyens à la direction des statistiques du travail. C'est-à-dire, on veut mesurer chaque année combien de Sénégalais ont un emploi. Et c'est simple, nous avons la direction des statistiques du travail au ministère du Travail, où il y a des ingénieurs, des statisticiens, des informaticiens. Et le Code du travail a dit que chaque employeur qui a un nouveau contrat doit aller l'enregistrer au niveau de l'inspection du travail. Vous savez, ce qui le justifie, je vous ai rappelé tantôt la première réforme de 2002, quand on a allongé la durée de la retraite à 60 ans. Donc, on est resté 5 ans. Tous ceux qui devaient partir à la retraite ne sont pas partis. Donc, il y a eu des excédents. Mais l'IPRES, c'était un compte spécial du Trésor. C'est une caisse unique. Ces excédents, il n'y avait pas possibilité de les prendre pour les placer comme on fait au niveau de l'IPRES, parce que c'était la caisse unique. Donc, l'État a utilisé cet argent. Donc, normalement, cet argent, si on l'avait placé, quand on est en période de déficit, ce sont les résultats de ces placements qui permettent de prendre en charge ces déficits. C'est pourquoi il a dit aller vers une caisse autonome. Et il a commencé les réformes. Première réforme, il a mis en place maintenant une direction des pensions. Avant, il n'y avait pas la direction des pensions. Il y avait la direction des soldes qui s'occupait en même temps des pensions. C'était une division. Deuxième réforme, il faut essayer d'aller vers la mise en place d'une caisse autonome. Parce que les études actuarielles qui ont été faites et qui ont permis de prendre ces mesures montrent que déjà à partir de l'année prochaine, le FNR ne sera plus déficitaire. Si on met en place toutes les propositions qui sont faites, il va être excédentaire.
ça veut dire qu'on aura des ressources supplémentaires. Ces ressources, il faut les placer. Quand il faut les placer, s'il faut les déposer, il faut des réserves techniques. Vous prenez l'IPRES par exemple. L'IPRES ne doit pas fonctionner. Actuellement, les réserves techniques dans l'espace de la CIFRES, c'est 2 ans. Ça veut dire que l'IPRES pendant 2 ans, même si personne ne cotise, il doit pouvoir payer ses pensions pendant 2 ans. Oui, le président Macky Sall a changé ça. Parce que le président, avant, quand vous partez à la retraite, vous allez à l'IPRES, on vous dit, attendez, vous n'avez pas versé telle année. Votre employeur, alors que vous, votre bulletin de salaire, on le coupe. C'est ça. Le président a tranché. Il a dit à l'IPRES, c'est à vous de faire le recouvrement. N'attendez pas que le travailleur parte pour lui dire qu'on a oublié de cotiser pour vous telle année, telle année, telle année. Si le travailleur vient, considérez qu'on a cotisé pour lui. Mais ça, c'est encore un problème parce qu'on doit jumeler ça avec un recouvrement. En tout cas, je suis très content, je voulais vous féliciter, vous remercier et surtout vous encourager. Ce n'est pas un métier facile, comme on sait. Et peut-être que chacun lit en fonction de ses intérêts propres et de ses enjeux. Et malheureusement, on est dans un pays qui est là comme ça. Mais l'essentiel, c'est que le professionnalisme dont vous avez toujours fait montre, qui fait que l'APS constitue une référence, puisse être renforcé et puisse être amélioré. En tout cas, au niveau du ministère du Travail, on est disponible chaque fois que vous pensez qu'on peut donner un coup de pouce. Féliciter M. le directeur général. Je pense que l'équipe qui vous accompagne dans ce dispositif, en fait, ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes. Actuellement, nous sommes en train de revisiter la convention de la presse. Je pense que vous êtes intéressé en premier. Tout à fait. Et ça fait 2 ans que ça traîne. D'abord, les patrons de presse, dans un premier temps, refusent de venir. Ensuite, les patrons de presse se mettent d'accord avec les syndicalistes pour dire, bon, on va maintenant aller faire ça à la retraite. Bon, ensuite, maintenant, quand le 1er mai vient, on dit, oui, le ministère du Travail n'a pas fait avancer la convention. Elle est archaïque. On est dans le processus de le changer. Mais ce processus, ça suppose que le travail du ministère, c'est vraiment un travail de mettre en face employeurs et travailleurs. Et ça, c'est pour toutes les conventions. Et pour que les gens puissent travailler. En tout cas, on est décidé, nous, si les patrons de presse n'ont pas de moyens pour financer la retraite, qui vous permettent d'y réfléchir, de vous accompagner dans ce processus pour que vous ayez une autre convention. Parce que c'est devenu un besoin plus adapté. Elle est archaïque. Elle ne recoupe pas les préoccupations actuelles. Tout à fait. Hein? Je sais que vous êtes bien payé, mais en tout cas, vous pouvez être mieux payé. Je vous remercie. Merci.